pour nous parler des écoles résidentielles, les pensionnats indiens de l'Ouest du Canada de 1825 à 1891. Éric Pouliot-Teasdale. Quoi, Éric? Oui, ça va bien, vous autres? Oui, ça va. Je suis tout seul aujourd'hui. Mon co-animateur est parti se reposer pour cette semaine. Ah bon. Ben oui, fait qu'aujourd'hui, on va regarder ça parce que je trouvais qu'il y avait souvent des lacunes. Le monde parlait souvent des écoles résidentielles en omettant souvent ceux de l'Ouest parce que, évidemment, ceux du Québec ont commencé vers entre 1936-38, tandis que ceux du bord du côté de l'Ouest canadien avaient débuté vraiment plus de bonheur. Tu sais. À cause de la colonisation du chemin de fer, peut-être? En partie, mais c'était surtout des influences américaines. Ça avait commencé avec le Mohawk College en 1826, à peu près, à Brantford, en Ontario et tout ça. Et puis, eux, c'était des anglicans. OK. Puis la deuxième qui a vraiment pris naissance plus tard, c'était un ordre méthodiste à Sault-Sainte-Marie en 1848. Puis ça s'appelait Mount Elgin, celle-là. Puis la première, c'était le Mohawk College en Ontario. Fait que c'était vraiment des exodes, on pourrait dire, de mouvements méthodistes et anglicans qui partaient de l'Ouest américain, qui avaient déjà fondé des écoles dites industrielles au départ. Les boarding schools, hein? Je pense qu'on appelait ça aux États-Unis. Ils appelaient ça littéralement des industrial schools. OK. C'était des écoles qui qualifiaient d'industrielles pour développer l'agriculture, montrer l'agriculture, puis comment devenir ébéniste, puis un peu les développements de métiers de la construction puis du développement. Puis les femmes, ils étaient surtout enseignées vers l'enseignement, puis la cuisine et la santé. Fait que c'était vraiment comme une formation dans les normes de mœurs et coutumes européennes, littéralement. Puis on voit que les administrateurs de ces écoles-là, qui qualifiées de dites industrielles, au départ, c'était vraiment supra-expérimental, parce que souvent, l'institution n'avait même pas de nom. Quand j'ai fait l'analyse, disons, des recensements de 1891, où ça a pas mal, ça a commencé à se standardiser en tant qu'école industrielle. Puis vu que les religieux du Québec, il y avait beaucoup moins d'Autochtones au Québec, puis l'encadrement, c'était pas mal avec des missionnaires déjà. Fait qu'ils ils ont comme été un peu, disons, jaloux de voir les développements des anglicans puis des méthodistes dans l'Ouest à développer des écoles et tout ça. Puis ils se sont lancés avec les Sœurs Grises, pas mal. Beaucoup des Oblats, des missionnaires Oblats et des Sœurs Grises qui se sont exodés dans l'Ouest, tant dans les territoires du Nord-Ouest, Colombie-Britannique, Alberta, et Manitoba en grosse partie, puis qui ont vraiment lancé ça, ces développements d'écoles-là. Et puis, les écoles avaient souvent même pas de nom. Des fois, il y avait 6 à 7 élèves. Parfois, il y en avait 40. Fait que c'est vraiment de secteur en secteur super... c'était un peu expérimental au départ. Puis là, le gouvernement commençait à mettre des pressions sur l'encadrement académique avec les normes des écoles résidentielles. Puis là, il y a beaucoup de ces missionnaires-là qui étaient contre ces principes-là, qui ne voulaient pas nécessairement créer une assimilation chez les Autochtones, mais qui préconisaient une espèce de formation là, pour l'intégration à la communauté internationale, disons. Est-ce que tu es en train de me dire que l'obligation d'assimilation venait des exigences de financement du fédéral? Oui, exactement. C'est ça. C'est vraiment là que ça a débuté, parce qu'après ma barre, il y a beaucoup, surtout en Alberta et au Manitoba, beaucoup de groupuscules de missionnaires qui apprenaient les langues autochtones puis qui voulaient continuer d'enseigner dans les langues autochtones. Et puis là, ils ont eu des obligations quand McDonald's, entre 88 et 89, qui a vraiment instauré le système avec gérance, corrélation administrative gouvernementale.
là, il y a une standardisation qui s'est établie, que c'était vraiment le nettoyage ethnique qui était adopté. Fait que là, il y a beaucoup de ces groupuscules de missionnaires-là qui ont abandonné le projet de McDonald's, d'assimilation, puis qui ont abandonné, puis qui se sont lancés dans d'autres missions en Polynésie, puis dans d'autres pays, en Australie et tout ça. Fait que c'était super variable. Il y avait vraiment un groupe de missionnaires qui étaient, disons, pas hippies, mais qui avaient, disons, un aspect humanisme vraiment dans leurs croyances, puis qui, quand ils ont vu le projet gouvernemental, ils ont abandonné ça. Évidemment, c'était pas fréquent, là. Mais il y en avait quand même plusieurs. Puis ils ont même écrit beaucoup, on écrit leurs noms, eux autres, quand je fais l'analyse des recensements avec tous les administrateurs des écoles, ben, ça vaut la peine de faire la recherche sur chaque nom d'individu, parce que souvent, même dans la commission de réconciliation, il y a beaucoup de noms qui étaient illisibles dans les recensements, que j'ai finalement réussi à décortiquer, puis tout ça. Puis il y a eu beaucoup d'omissions dans les rapports de la commission que j'ai trouvé, puis qui vont leur être envoyés aussi bientôt avec le projet que j'ai avec l'Université de Montréal d'analyse des recensements pour observer tous les administrateurs des écoles dites industrielles qui, en grosse partie, sont devenues ces mêmes écoles résidentielles-là avec les mêmes administrateurs. C'est l'essentiel de ton projet de recherche en ce moment avec l'université. Oui, c'est ça, exactement, oui. Donc, là, puis, au début, je voulais faire l'analyse du recensement intégral du Canada de Colombie-Britannique à Terre-Neuve, mais c'était un peu irréaliste parce que finalement, il y a tellement de matériel uniquement dans Colombie-Britannique, Alberta et Manitoba que pour cette année, je voulais vraiment m'en tenir à ça. Faire une comparaison entre le recensement de 1891 alors que c'est des écoles dites industrielles qui est en train de s'imbriquer dans le pattern de l'école résidentielle imposée par McDonald's. Fait que c'est déjà toute une première étape analytique, là. C'est vraiment super intéressant. Et puis on voit, par exemple, là, si j'en ouvre un des documents, on peut voir à un moment donné que plusieurs personnes sont qualifiées de Industrial Farm Indians, des gens qui sont simplement qualifiés comme ça. Ça veut dire qu'ils ont passé par l'école, puis on vient dire qu'ils sont capables d'être agriculteurs, mettons. C'est ça, c'est exactement ça. OK. Donc, c'était vraiment l'idéal de l'État, c'était la formation. Puis en même temps, il y avait aussi, comme je disais, des missionnaires qui étaient un peu humanitaires, puis que pour eux, ils le faisaient aussi pour contrer un peu le but du gouvernement d'anéantir la culture autochtone. Ils voulaient faire une espèce de juste milieu. Il y en avait qui étaient vraiment réellement humanitaires. Donc, c'est important quand même d'avoir ces nuances-là parce qu'on voit dans les églises, dans les missionnaires, juste souvent le côté où on voulait assimiler, puis on met beaucoup de responsabilités sur le dos de l'Église catholique avec raison par rapport à toutes les génocides des Premières Nations qui ont eu, mais au travers de tout ça, il y avait quand même des personnes qui étaient intéressées avec beaucoup d'empathie dans la conversion ou sauver les âmes des Indiens. Exactement, oui, c'est ça, oui. Puis vraiment, on voit même dans plusieurs documents en faisant des recherches avec les noms des administrateurs, qu'il y a eu beaucoup de chicanes, puis souvent au sein des mêmes organisations religieuses. Alors donc, il n'y avait pas comme un... En terminant, Éric, on sait qu'il va y avoir des suites de ces recherches-là dans les prochaines années pour le reste du Canada? Oui, exactement. Oui, c'est un grand projet qu'on développe présentement avec l'Université de Montréal et en convergence avec des universités d'Ontario et des États-Unis sur l'analyse démographique et des écoles résidentielles et industrielles. Merci, Éric. Passe une belle semaine. OK, à toi aussi, Alexis.